Bonjour à tous. En ce magnifique jeudi 8 avril, j'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont connectées. J'espère que tout le monde nous entend bien. Vous avez à votre disposition sur la droite un chat et vous aurez quelques questions qui seront disponibles dans l'outil Livestorm. On va démarrer. J'espère que tout le monde nous entend. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de taper. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Sigouin, cofondateur de MyPoseo. Aujourd'hui, on va discuter Pixel Ranking et comment utiliser ces indicateurs et plus globalement cette façon de penser et d'analyser la SERP pour saisir les opportunités SEO. Alors, on fait un webinar, c'est le premier, c'est Webinar at Home, puisque tout le monde est confiné. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas trop de pleurs de bébés ou qu'on n'aura pas le droit à des entrées intempestives d'enfants. Voilà. Maintenant que vous êtes prévenus, on va démarrer tout de suite sur ce webinar. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. On y répondra soit au fur et à mesure de la présentation, soit à la fin de la présentation. J'aime bien indiquer pour chacun des webinars le niveau d'SEO à peu près du webinar. Là, on est sur 4 sur 5, alors ne prenez pas peur. C'est pas forcément ultra compliqué, mais c'est vrai qu'on est dans des stratégies d'optimisation qui sont assez poussées. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut mettre en place tout de suite dans sa stratégie SEO. Toujours est-il qu'on va regarder un petit peu comment on peut faire tout ça. Le programme d'aujourd'hui, c'est on va regarder un petit peu la SERP, les pages de résultats de Google, comment elles se comportent aujourd'hui, quels sont les types de résultats, qu'est-ce qui s'affiche. Pixel et position, comment et pourquoi l'utiliser, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement, quels sont les indicateurs qu'il faut regarder, et quelles sont les opportunités qu'on peut saisir. Ensuite, on parlera et on conclura avec une petite ouverture sur les synergies entre mes positions organiques et mon référencement payant. Qu'est-ce que je peux faire en réalité? Est-ce que je peux vraiment me synchroniser entre les deux? Voilà, donc je vais essayer de vous donner des astuces assez concrètes de comment vous pouvez utiliser les indicateurs, quels sont les 2-3 filtres et choses que vous pouvez faire et présenter, et comme ça que vous pouvez appliquer par ailleurs sur votre stratégie SEO. Donc la SERP de Google, avant ou aujourd'hui de manière encore assez rare, donc la SERP, je vais utiliser beaucoup ce terme-là, c'est la Search Engine Results Page, c'est la page de résultats sur une requête en particulier. Avant, ça ressemblait à peu près à ça, c'est-à-dire des annonces et des résultats, ce qu'on appelle texte. Voilà, mais ça, c'était avant, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, quelles que soient les requêtes que vous allez avoir, il y a énormément de résultats enrichis. Les résultats enrichis, voilà ce que ça donne en 2021. Alors, on parle d'arbre de Noël, mais c'est effectivement très joli. Il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir et qui peuvent se présenter sur la SERP en fonction des requêtes, mais en fonction de plein d'autres choses, en fonction de la localisation, en fonction aussi potentiellement du device, en fonction de la saisonnalité, est-ce que vous faites votre requête le jour ou la nuit, par exemple. Donc voilà, parmi tous ces éléments, vous avez des top stories qui sont plutôt des actualités, vous avez des images, des résultats locaux, etc. Donc il y a énormément de types de résultats différents, et on va voir que ces résultats, ils ont un impact sur la stratégie et sur finalement la visibilité qu'on peut capter, et ils ont aussi un impact sur la façon dont il faut travailler son SEO et les indicateurs qu'il faut utiliser pour mesurer sa visibilité et voir comment tout ça évolue. Donc la SERP s'enrichit, comme on le dit, avec énormément de types de résultats différents, des résultats text ads, des résultats shopping, des résultats images, des résultats encore une fois locaux, etc. Et à l'intérieur de tout ça, finalement, il y a surtout une personne qui s'enrichit, c'est Google, puisqu'il n'y a plus que 40% des résultats à peu près dans la SERP, dans les pages de résultats qui sont organiques. Alors, c'est une grosse moyenne, qui n'est pas tout à fait vrai, j'utilise ce chiffre régulièrement, mais juste pour montrer que voilà, sur une requête type lampe de bureau design pas cher, qui est quand même assez longue traîne, hein, bien sûr, on est quand même sur quelque chose de très concurrentiel, et que quand on travaille son référencement naturel, on se bat avec énormément de différents types de résultats, et majoritairement des résultats qui sont payants. Donc ça rapporte beaucoup à Google, et pas toujours évident d'aller chercher la bonne stratégie.
on en parle beaucoup, Google est en train de passer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Donc, vous avez beaucoup de résultats qui sont mis directement à l'intérieur de la page. Quand vous tapez position pixel, vous avez tout de suite des images, des informations qui ont été extraites directement du site. Donc ça, c'est intéressant, mais ça a tendance à rendre la SERP encore plus concurrentielle, et ça a tendance à être un peu compliqué. Quand on veut avoir des clics, il y a une statistique qui sort tous les ans, c'est le nombre de recherches qui ne déclenchent aucun clic, et Google a donné les derniers chiffres qui étaient aux alentours de 50%. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, où ça veut dire qu'une requête sur deux n'aboutit pas à une visite sur un site internet. Donc dans ce contexte-là, forcément, les opportunités s'amenuisent et la compétition est de plus en plus importante. Et on va voir comment le pixel peut intervenir dans ce sujet-là. Et un autre sujet qui est important, c'est que forcément, les SERP et les pages de résultats sont designées par Google en fonction des types de requêtes. Donc les requêtes, il y en a 4 grands types, c'est Google qui nous les donne, avec la traduction si vous voulez. Aujourd'hui, on a ces quatre types de requêtes qui sont informationnelles, navigationnelles, commerciales et transactionnelles. Donc, je ne vais pas détailler chacune de ces intentions, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois, vous allez voir des exemples par la suite, sur chacune des intentions, Google va composer la SERP de manière différente, et ces intentions font partie d'un funnel global, c'est-à-dire qu'un de vos clients qui va chercher un produit ou qui va essayer d'acheter un service est en train de passer au travers des différents types d'intentions. On va voir quel est aussi l'impact et quel est l'intérêt de bien mapper les intentions et de jouer avec à la fois les requêtes, à la fois les intentions pour que le pixel puisse être utile dans votre stratégie SEO. Donc voilà, on a ces 4 intentions. Et si on donne des exemples un peu plus concrets, une requête informationnelle, ça va être par exemple, quelles sont les nouvelles technologies de télévision. Donc quand vous tapez ça, vous allez avoir à la fois beaucoup de résultats organiques, avec des sites qui sont plutôt d'actualité, type Presse Citron, CNET, Ubaldi, etc. À la fois, vous allez avoir aussi de temps en temps des gens qui sont opportunistes et qui vont acheter des ads. Voilà, donc ça permet juste de comprendre une requête informationnelle. Google va afficher des sites qui ne sont pas des sites forcément e-commerce, qui sont plutôt des sites d'actualité. Sur une requête qui va être plutôt de type navigationnel, on est sur je cherche un magasin pour acheter une télévision potentiellement. Et donc Google, quand il lit magasin TV, il comprend quel est le magasin le plus proche de moi qui va me permettre d'aller acheter une télé. Donc il va nous sortir des résultats shopping, parce que potentiellement il y a un achat qui va être fait, mais aussi des résultats type trouver sur les pages jaunes ou sur Carrefour, et des résultats Google Maps en vous disant tenez à proximité potentiellement vous allez pouvoir aller acheter une télévision. Bien sûr, il y a encore et toujours des résultats payants, et là on voit que les résultats payants ils sont plutôt localisés, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous cibler et de s'assurer que vous êtes bien affiché, que l'annonce est bien affichée près de chez vous. Et enfin sur la requête commerciale, vous avez d'autres types de résultats encore qui vont sortir, par exemple meilleure TV 4K, des questions, potentiellement des résultats de type FAQ, voilà, toujours des résultats organiques et des résultats payants. Là, on a encore beaucoup de résultats qui sont très texte et pas forcément beaucoup d'images. J'ai plutôt sélectionné les hauts de page. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment la SERP réagit. Et enfin, la dernière, c'est la transactionnelle. Je suis dans un acte d'achat, j'achète la télé 4K. Forcément, on va encore me proposer d'autres infos, du shopping, des ads, des people also ask, donc qui sont les questions posées, et puis des résultats près de chez moi. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en fait, en fonction des intentions, forcément en fonction des requêtes, vous avez des SERP différentes, et donc vous avez des stratégies différentes, et vous avez une concurrence différente. Donc c'est important de bien prendre ça en compte. On va voir par la suite que le pixel, finalement, on peut en tirer profit que quand on va segmenter de manière bien précise son analyse, à la fois par thématique et à la fois par intention. On en reparlera juste après. Ce qui est intéressant d'analyser dans les SERP, et en fait, l'idée des positions pixels, c'est aussi de l'analyse de la SERP finalement. On en parle beaucoup chez MyPoseo, c'est notre métier forcément. On a fait pas mal de webinaires sur le sujet. Voilà, mais malgré tout, ça reste quelque chose qu'il faut bien voir comme un ensemble, c'est-à-dire que dans toutes nos séries de webinaires, on vous parle systématiquement d'analyse de la SERP, de comment saisir les opportunités, comment aller plus loin. Et là, typiquement, avec les rich snippets, on va voir des choses aussi qui sont très intéressantes en fonction
des différents types de requêtes, en fonction des différentes thématiques, la SERP vous aide à voir les informations qui sont nécessaires et que vous devez mettre en place sur votre page, sur vos pages, que ce soit des pages produits ou que ce soit d'autres types de pages. Donc typiquement, les FAQ qui sont affichés ici, qui sont des extensions que vous pouvez avoir sur vos annonces à vous et qui vont tirer des résultats qui sont présents à l'intérieur de vos pages. Toutes les autres informations que vous pouvez mettre dans les rich snippets, type est-ce que mon produit est en stock, quel est son prix, quelle est sa note, et puis sur des pages qui sont plutôt des pages de catégorie, vous allez avoir la possibilité d'avoir ce type d'affichage comme ce qu'on appelle des liens de site ou des liens enrichis qui vous permettront d'orienter l'utilisateur directement vers des sous-catégories de votre site. Voilà, donc tout cet ensemble est très intéressant à analyser. Google change de manière très régulière l'affichage dans les pages. On voit notamment depuis très récemment que les images ont refait leur apparition sur les terminaux type desktop. Elles avaient eu tendance à disparaître à un moment et puis aujourd'hui Google est en train de les remettre. Voilà, cette évolution elle est constante et tout ça a un impact très important sur la stratégie SEO et sur aussi la visibilité qu'on peut capter à l'intérieur du moteur de recherche. Donc concrètement, comment on va utiliser la position pixel et quel est l'intérêt de le faire pour aller chercher des optimisations dans sa stratégie SEO? Alors encore une fois, je l'ai dit en entrée de ce webinaire, on est dans de la stratégie assez poussée, puisque déjà de base, avant de se poser ces questions-là, je pense qu'il y a plein d'autres questions à se poser, on est d'accord, mais malgré tout, on voit que c'est très intéressant et qu'aujourd'hui, sur certains secteurs d'activité, notamment e-commerce, si on ne commence pas à regarder la SERP de manière un peu spécifique avec des indicateurs plus précis, on peut passer à côté d'opportunités et on peut aussi faire des erreurs, notamment quand on fait son tracking ou son reporting. On en avait déjà parlé dans un autre webinaire qui était sur comment reporter et comment bien utiliser les positions pixels. Voilà, donc c'est important et on va voir comment on peut utiliser le pixel. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important? Parce que, vous l'avez compris, la SERP, elle s'enrichit, mais surtout, elle devient très concurrentielle. Là, on vous met une capture d'écran de ce qui se passe sur un ordinateur. En desktop, les liens textuels, ils sont quasiment plus visibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous tapez lampe de bureau, c'est du shopping, des résultats ads, des images. Et en fait, dans les 800 à 900 pixels de base, il n'y a presque plus rien qui s'affiche. C'est la même chose sur mobile. On est à peu près sur les mêmes systèmes de pixels. On calcule en pixels, puisque c'est ça qui nous permet de voir quels sont les éléments qui sont affichés à l'intérieur de la page. Ça reste des moyennes, bien sûr, puisqu'il y a des devices qui vont zoomer plus ou moins la page. Mais voilà, c'est sur cette base d'indicateurs qu'on va regarder. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de moins en moins de résultats en haut. Et donc, ça veut dire que les taux de clics qu'on connaissait ou qu'on avait l'habitude d'analyser ou d'avoir dans les études, ils sont plus tout à fait réalistes par rapport à ce qu'il y a dans la page. Et c'est là que le pixel va devenir intéressant. Je cite plusieurs études là. Donc, il y a une étude qui est faite par Backlinko, il y a une étude qui a été faite par Systrix. Les CTR, c'est le taux de clics que les résultats vont capter en fonction de leur position. Donc ici, vous avez dans les études qui sont pas si vieilles que ça, 2019, 2020, parfois même 2021, on nous dit les 3 premiers résultats vont capter 71% des clics. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit ici. Et puis ensuite, la 4e position, 13%, etc. Bon, on sait aujourd'hui qu'en fonction des thématiques, en fonction de la concurrence, en fonction des types de requêtes, bien sûr, ces taux de clics vont changer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une dernière étude qui a été faite d'ailleurs par Systrix, qui est très intéressante, en gros, on voit que les CTR qu'eux ont calculés, ils les ont calculés en fonction de la composition de la page. Ce qui n'était pas trop fait avant, c'est-à-dire avant, on faisait une analyse des CTR en fonction des liens organiques, et on ne tenait pas compte de tout ce qui pouvait être dans la SERP, à savoir les images, les vidéos, les feature snippets, etc. Ou voire même les résultats Google Ads. Aujourd'hui, on prend en compte davantage ça, les outils ont un peu plus de puissance, donc chez MyPoseo, on fait aussi ce genre d'analyse pour regarder en fonction de la SERP quels sont les CTR. Là, j'ai cité une étude tierce parce que je trouve ça intéressant de voir que tout le monde procède à peu près de la même façon. Donc ici, vous avez une étude, par exemple, de Systrix qui date un petit peu moins que celle qu'on peut avoir sur Advanced Web Ranking ou d'autres solutions, ou même celle de Backlinko. Là, on voit qu'on n'est plus sur du 75% dans le top 3, on est plutôt sur du 55%. Quand on creuse à l'intérieur des études, on voit aussi que, en fait, ils ont analysé en fonction de ce qu'il y a dans la SERP, quels sont les taux de clics, et on voit que
quand il y a un knowledge panel ou quand il y a voilà, un élément qui est potentiellement important à l'intérieur de la SERP ou un featured snippet, ben on voit que les taux de clics ils ont tendance à baisser. Et on n'est plus sur du 75% des clics vont au top 3, mais plutôt sur du 57 ou parfois sur du 43. Et même sur certaines requêtes, on va être sur du 30%, voire même un petit peu moins sur les top 3. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clics qui sont renvoyés vers les positions plus basses, mais ça veut dire aussi que la compétition elle est de plus en plus compliquée quand il y a un élément en haut de la page qui vient finalement déprécier les résultats organiques. Donc, vous l'avez compris, le principe, c'est de se dire, et de manière très logique, d'accord, les utilisateurs ont l'habitude de descendre et de scroller, mais forcément, un résultat organique affiché directement sur un écran va avoir beaucoup plus d'impact, et là, vous le voyez très bien sur cette vision-là, c'est-à-dire quand on est sur une requête type voilà, étiquette autocollante pour vêtements, alors je choisis toujours plein de requêtes, j'ai trouvé les bonnes pages pour vous montrer. On voit que là, le Graal, finalement, c'est apparaître ici. Il n'y a que 2 résultats qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Tout ce qui est en dessous est masqué. Alors oui, bien sûr, les utilisateurs vont scroller, ont l'habitude de descendre à l'intérieur des pages, mais malgré tout, ici, il y a une opportunité directe d'avoir de la visibilité. Donc c'est pour ça, et on va voir pourquoi et comment vous pouvez utiliser le pixel pour détecter de manière automatisée ces éléments-là, puisqu'en effet, s'il y a des images, s'il y a des résultats ads, etc., la position en tant que telle n'a plus trop d'intérêt ni d'impact. Ici, c'est une position 1. On pourrait être premier et être très loin en dessous de la ligne de flottaison. Donc, à quoi on va s'intéresser aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut regarder quand on essaie d'utiliser la position pixel? Le truc qui nous intéresse majoritairement, c'est la visibilité en page 1 du moteur de recherche. Là, je vous ai donné une requête qui est un petit peu plus longue. D'ailleurs, je ne suis pas sûr si ça se trouve... Non, c'était la même requête que celle d'avant. Et donc, vous voyez, c'est une première page qui est très longue, extrêmement longue. En vert, en haut, vous avez la partie visible quasiment directement, et en rouge, vous avez en bas, bien sûr, la partie quasiment invisible, si je puis dire, puisqu'il faut scroller jusqu'en bas de la page. Ce qui nous intéresse aujourd'hui en termes de pixels, c'est de se dire, on a une page qui fait à peu près un petit peu plus de... Là, je pense qu'on est plutôt autour des 4000 pixels. Et donc, on va regarder, on va découper la page en 3 catégories. Les résultats qui sont en haut de page, entre 0 et 1200 pixels, les résultats qui sont en milieu de page, 1200 à 2400, et les résultats qui sont en bas de page, au-dessus de 2400, si je puis dire. Ce qui va nous intéresser aussi, bien sûr, c'est de regarder les types de résultats qui sont positionnés dans ces 3 tranches. Est-ce qu'il y a du texte, ads, est-ce qu'il y a du shopping, est-ce qu'il y a des résultats organiques, est-ce qu'il y a des résultats de recherche universels, type les images, les maps, les vidéos, etc. Et puis est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des Google Panels, qui sont par exemple du knowledge graph ou un résultat que Google proposerait, dans lequel on ne peut pas forcément être positionné. Le pixel ici va avoir vachement d'intérêt, ou énormément d'intérêt, puisque en fait, on va savoir tout de suite, est-ce qu'il y a un résultat au-dessus de la ligne de flottaison, est-ce qu'il y a un résultat en haut de la page, est-ce que les meilleurs résultats sont plutôt au milieu de la page, et en gros, est-ce qu'il y a un véritable intérêt pour moi d'y aller ou pas, parce qu'en fait, ma visibilité va être dépréciée ou non par un type de résultat présent dans la page. Concrètement, le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut décider quels sont les mots-clés sur lesquels on va travailler, très bien, on va choisir ces requêtes en fonction de différents indicateurs. Bon, là, je vous ai mis un exemple de suggestion dans Google, mais souvent, on va choisir en fonction du volume de recherche. Alors, bien évidemment, le premier indicateur, c'est la pertinence. Pertinence de la requête par rapport à votre business et à votre produit. Ça, c'est une logique de base. Si vous ne vendez pas d'étiquettes autocollantes, vous n'allez pas essayer de vous positionner dessus. Hein. La deuxième, c'est le volume de recherche. Est-ce que le volume de recherche est suffisamment intéressant? Donc là, on en reparlera. À combien un volume de recherche est intéressant? Pour moi, à partir du moment où il y a une dizaine de recherches par mois, c'est un volume de recherche suffisamment intéressant pour aller s'y positionner. Souvent, on a tendance à se dire on va analyser la compétition sur ces requêtes pour voir qui est positionné, etc. Moi, je pense que c'est parfois une erreur, puisque la compétition, finalement, elle est un peu dictée à la fois par les sites qui sont positionnés, mais surtout par la SERP et par votre capacité à aller vous positionner. Donc ça, c'est un indicateur qu'on peut mettre et on verra qu'il est à l'intérieur. Mais surtout, ce qu'on veut vous dire, nous, c'est demain, quand vous allez choisir sur quel mot-clé ou sur quelle requête vous allez travailler en priorité, il y a quelque chose qu'il faut faire pour choisir ces combats, finalement, c'est bien analyser la SERP et bien analyser le potentiel en pixels, ou en tout cas la visibilité que vous allez pouvoir capter. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui à l'intérieur de cette troisième partie.
N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, on pourra y répondre par la suite. Il y a aussi des petits sondages qui sont faits au fur et à mesure. Donc si vous pouvez y répondre, n'hésitez pas aussi, ça nous permettra de bien savoir quel est l'état des connaissances actuelles sur le sujet et est-ce que tout ça est intéressant pour vous. Voilà, vous avez compris concrètement, la SERP a changé, le pixel devient, selon nous, et l'analyse de la SERP deviennent, selon nous, des critères qui sont très importants quand on va déterminer sa stratégie et ses priorités, ou trouver des opportunités. Là, on va voir concrètement comment je fais pour saisir les opportunités principales et quels sont les indicateurs que j'utilise finalement et à quel niveau je vais les utiliser. Donc, pour nous, il y a 4 étapes. On ne va pas faire l'intégralité des étapes ici. Chaque étape pourrait avoir son propre webinar. D'ailleurs, on vous renvoie vers notre page avec les webinars parce qu'on en a déjà fait plusieurs sur le sujet, notamment trouver ces mots-clés ou ces requêtes, comment les catégoriser. Donc voilà, les différentes étapes, finalement, c'est je trouve des requêtes et je vais chercher de manière très large, c'est-à-dire des requêtes génériques et des requêtes plutôt longue traîne. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on veut s'attaquer à des opportunités, on va plutôt chercher des requêtes avec des volumes de recherche assez faibles, qui sont malgré tout souvent celles qui convertissent le mieux et qui vont vous apporter des clients qualifiés. Donc, il faut bien trouver ces requêtes. Ensuite, il faut bien les catégoriser par thématique, sous-thématique et intention. Là, vous allez voir encore pourquoi c'est important et comment on peut trouver derrière des opportunités. Et ensuite, on va aller collecter ces données du search volume des SERP et on va analyser et prioriser. Petite astuce sur la partie catégorisation. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment en amont, entre guillemets, de cette saisie d'opportunités. C'est hyper important et très important d'avoir cette catégorisation en amont. Donc vous allez trouver des requêtes, vous allez les catégoriser en fonction de votre arborescence ou en fonction des produits que vous allez vendre. J'ai pris un exemple ici. Prenons par exemple une catégorie cuisine, à l'intérieur de laquelle je vais mettre des cuisines haut de gamme, dans laquelle je vais systématiquement sur mon site e-commerce faire des pages en fonction des marques. Donc vous allez chercher, je sais pas, une cuisine haut de gamme avec une marque en particulier, et puis des cuisines selon des facettes qui sont plutôt matière, couleur, équipement, etc. Donc vous cherchez une cuisine haut de gamme en marbre, vous cherchez une cuisine haut de gamme avec un îlot central en marbre, etc. Généralement, vous allez avoir des requêtes qui vont cibler ces deux types de catégories ou de sous-catégories. Et c'est ensuite que ça devient intéressant d'avoir les intentions, c'est-à-dire que dans le funnel d'achat, quelqu'un qui vient pour acheter une cuisine haut de gamme, il va passer par les différentes étapes finalement qu'on a vues tout à l'heure, qui sont les étapes d'intention. Alors, il n'y a pas toujours toutes les intentions dans un business, puisque quand vous vendez des cuisines, forcément, vous les avez toutes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un magasin physique dans lequel vous allez vendre des cuisines, mais vous pouvez aussi ne pas en avoir et vendre que des cuisines en ligne. Donc l'intention, elle est intéressante ici, c'est de bien catégoriser ces requêtes en fonction des requêtes informationnelles, commerciales, transactionnelles. Pourquoi ? Parce que la SERP et les pages de résultats ne sont pas les mêmes en fonction des intentions. Et donc si les SERP ne sont pas les mêmes, les opportunités ne sont pas les mêmes. Et donc les opportunités sont peut-être différentes. Il y a forcément et potentiellement plus de concurrence sur des requêtes transactionnelles, puisqu'on est déjà dans un acte d'achat, que dans des requêtes qui sont potentiellement informationnelles. Et je dis bien potentiellement à chaque fois, puisque je ne connais pas forcément tous les secteurs d'activité. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez bien fait votre catégorisation, vous verrez que les pages qui répondront aux requêtes ne seront pas toutes les mêmes. C'est-à-dire que forcément, une requête informationnelle, ça va plutôt être une page de type inspiration, blog, etc., qui va répondre à cette requête. Une requête commerciale, ça va peut-être être une catégorie de produits qui va répondre à la requête, et une requête transactionnelle, ça va peut-être plutôt être une page produit. Si quelqu'un sait déjà qu'il veut acheter une cuisine en marbre de telle marque à tel prix, forcément, il va tomber plutôt sur une page produit. Donc ça, juste, c'est important, je le redis dans la catégorisation, parce qu'on va voir derrière dans les intentions, à différents niveaux, comment on peut aller chercher les opportunités et voir où est-ce que les opportunités sont les plus intéressantes. Concrètement, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser ? Donc, vous avez vos requêtes, vous allez collecter les search volumes et toutes les données de la SERP. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est plus particulièrement comment MyPoseo collecte les données de pixels et comment vous pouvez les utiliser. Mais voilà, malgré tout, ça reste intéressant d'essayer d'aller collecter. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la taille de la page. Vous avez vu tout à l'heure, on avait une première page de quasiment 4000 ou 5000 pixels. Et vous allez voir qu'il y a une proportion, il y a un genre de corrélation entre les pages longues et les opportunités ou non de positionnement.
Ce qui nous intéresse en deuxième, c'est la position pixel du premier résultat organique. Pourquoi? Parce que si le premier résultat organique est très bas, à 1400, 1500 pixels, ça veut dire que potentiellement son taux de clic va être très faible. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est pour chacune des requêtes que vous analysez, c'est à quelle position se situe le premier résultat organique. Forcément, s'il est au-dessus de la ligne de flottaison, ça veut dire qu'il y a une visibilité à capter qui est intéressante. La visibilité au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir est-ce qu'il y a un seul résultat ou est-ce qu'il y a plusieurs résultats. Donc ça, c'est souvent un pourcentage ou une valeur, c'est-à-dire que nous, ce qu'on aime bien faire, c'est un pourcentage pour dire sur les 800 pixels au-dessus de la ligne de flottaison, eh ben, il y a 90% de la visibilité qui est captée par des résultats organiques. Ça veut dire qu'il y a très peu de ads, ça veut dire qu'il y a très peu de résultats d'un autre type. Ça permet tout de suite aussi de trouver des opportunités, de se dire, sur cette requête, forcément, s'il y a 2, 3, 4 résultats organiques, j'ai plus de chances d'avoir des clics ou de générer des clics qu'une requête où il n'y a qu'un seul résultat organique qui est suffisamment bas. Vous allez voir comment ça se comporte après. Forcément, la couverture aussi des résultats organiques en première page, ça a un impact. Et donc, sur une grande page de plus de 4000 pixels, par exemple, si vous n'avez que 7, 8, 9 résultats, ce qui est possible de temps en temps, et plein d'autres résultats, type images, actualité, PA, etc., forcément, la compétition, elle va être plus complexe, et les gens, ils ont beaucoup plus de liens potentiellement sur lesquels cliquer, et donc votre taux de clic risque d'être inférieur. Ça, c'est aussi important pour saisir l'opportunité. Le volume de recherche, forcément, c'est un des premiers indicateurs qu'on va utiliser, puisque ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher des requêtes où il y a du volume. Et puis, on peut intégrer dans ce process, finalement, ou dans cette saisie d'opportunité, les top 3 concurrents positionnés. Pourquoi? Parce que, en fonction des sites aussi qui sont positionnés et que vous allez voir dans la page, forcément, il peut y avoir un niveau de difficulté supérieur. Alors, moi, j'aime pas trop regarder ces indicateurs de concurrence, parce que je considère que dans chacune des niches, dans chacune des catégories thématiques, il y a une possibilité d'aller se positionner si vous êtes légitime et que votre site est dans la bonne thématique. Donc, j'aime pas trop regarder les 3 concurrents parce que souvent, ça met un frein. On se dit, tiens, sur cette requête, je sais pas, c'est Leroy Merlin qui est positionné, je vais avoir du mal à le déloger. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher certains types de requêtes qui sont adressées par des généralistes aujourd'hui, mais qui devraient être positionnés par des spécialistes. Donc voilà, je mets optionnel parce que j'utilise pas toujours cette analyse de concurrence. Je préfère travailler et regarder un petit peu comment ça se passe. Concrètement, comment ça se présente, ou ça se présenterait. Je vous fais un screenshot de ce qui se passe dans MyPoseo. Alors, j'ai pas tous les indicateurs que je vous ai cités ici, mais je vous ai mis un tableau avec 3 indicateurs. Donc, la taille de la page en pixels, voilà. Et vous allez voir l'incidence et l'impact en termes de corrélation, et c'est assez intéressant. Entre la longueur de la page et la visibilité des résultats organiques. J'ai repris les 4 requêtes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, nouvelle technologie télé, on voit qu'il y a énormément de requêtes organiques au-dessus de la ligne de flottaison. Quasiment 100% de la couverture sont des résultats organiques. Alors, ça dépend aussi du moment où on a regardé, puisque tout à l'heure, on a vu qu'il y avait quand même des ads. Mais là, globalement, il y a une grosse majorité de la visibilité sur cette requête qui est captée par des résultats organiques. Et la page est assez courte. Et plus on descend dans le tableau ici, plus on va avoir que en fait, la visibilité au-dessus de la ligne de flottaison est très faible, voilà, et que la couverture globalement des résultats organiques est assez faible aussi. C'est-à-dire que sur acheter une télé en 4K, finalement, il y a très 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 peu de résultats organiques en comparaison de tous les autres types de résultats. Et donc, le potentiel des clics qui va être généré sur des résultats organiques ici est extrêmement diminué. Voilà. Bon. Ça, c'est juste les données au niveau micro, c'est-à-dire pour chaque keyword. Ce qui va nous intéresser, c'est de faire ces analyses à une vision plus macro, et de descendre cet entonnoir un petit peu, et de regarder où est-ce qu'on va aller trouver les opportunités. Donc, pourquoi la catégorisation est importante? Parce qu'une fois que vous avez fait votre catégorisation, vous allez d'abord commencer par regarder dans quelle catégorie il y a des opportunités potentiellement de visibilité tout de suite au-dessus de la ligne de flottaison. On a ce petit graphique avec la couverture physique au-dessus de la ligne de flottaison chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre catégorisation, que vous lancez un audit et que vous collectez les données de SERP, vous allez avoir pour chaque catégorie les catégories sur lesquelles il y a une couverture physique des résultats organiques optimale au-dessus de la ligne de flottaison. Alors, je vais faire un exemple ici avec très peu de requêtes et des catégories qui veulent un peu tout et rien dire, qui sont un peu mélangées, mais c'est juste pour vous montrer dans l'exemple. Donc là, typiquement, on a un mélange entre des matières et des couleurs, par exemple, qui sont plutôt des facettes, toujours sur un sujet. J'ai parlé de la cuisine tout à l'heure, je suis resté dans le sujet cuisine. Donc, ce qui m'intéressait ici, c'était de regarder pour chaque catégorie quelles sont les catégories dans lesquelles il y a des requêtes qui sont très intéressantes et sur lesquelles il y a de la visibilité. Donc ici,
on se base que sur l'analyse de la SERP, et forcément, il va falloir derrière qu'on pondère aussi avec le volume, la concurrence, etc. La deuxième chose qu'il faut faire, justement, c'est de comparer, ok, il y a beaucoup d'opportunités au-dessus de la ligne de flottaison, très bien, mais est-ce que le volume de recherche en vaut la peine et est-ce que c'est suffisamment intéressant? C'est là qu'il faut bien sûr pondérer. Donc, encore une fois, pour moi, on voit que dans la première catégorie, il y a 100% de résultats organiques au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, attention, ce n'est pas des requêtes, hein, c'est bien des catégories. Et il y a un petit search volume de 170. Malgré tout, ça veut dire qu'ici, il y a une belle opportunité. Ici, 30% des résultats au-dessus de la ligne de flottaison sont organiques, avec un volume de recherche certes un petit peu plus faible. Et puis, dans cette catégorie Quartz, par exemple, là, on voit qu'il y a que 13% des résultats au-dessus de la ligne de flottaison. Alors, ça veut dire qu'il y a très faible visibilité quand même organique au-dessus de la ligne de flottaison, mais il y a un fort surge volume. Donc, il va falloir pondérer derrière et aller saisir les bonnes opportunités. On continue d'avancer dans cet entonnoir juste pour voir comment on peut le faire. Et donc, j'ai repris ces groupes et là, j'ai bien comparé l'intégralité des données. Je vous ai fait un petit affichage graphique avant, mais en réalité, avec un tableau, c'est quand même plus facile à regarder. Ce qui m'intéresse, c'est donc j'analyse dans mon groupe le volume de recherche, la couverture organique au-dessus de la ligne de flottaison. Est-ce que j'ai une page pour mon site qui est déjà positionnée ou non? Et est-ce que j'en ai une ou plusieurs? Donc là, vous voyez, j'ai fait des exemples assez simples. C'est-à-dire j'ai pris souvent qu'un seul mot-clé dans une catégorie ou 2 ou 3 mots-clés dans une catégorie. Donc oui, j'ai déjà des pages positionnées. Quelle est ma position actuelle? Est-ce que je suis plutôt page 1, page 2, page 3? Et ensuite, quel est le potentiel de trafic que je vais pouvoir générer? Tout ça, c'est des données assez classiques. Un volume de recherche. Est-ce que ma page est positionnée? Oui, non. Est-ce que je suis positionné et quelle est ma position? C'est quelque chose qui est assez facile à récupérer dans les outils d'analyse de position. Là où on ajoute un élément supplémentaire, nous, c'est la couverture au-dessus de la ligne de flottaison et donc le potentiel de clic que vous allez pouvoir capter. Concrètement, ici, si je dois sélectionner les opportunités, je les ai highlightées en vert. Voilà, je regarde le potentiel et je ne suis pas du tout positionné. C'est-à-dire, j'ai déjà une page positionnée sur ces mots-clés. Les volumes de recherche sont plutôt faibles, donc la concurrence risque d'être plus faible. Il y a des opportunités de visibilité au-dessus de la ligne de flottaison, et donc il y a un potentiel de trafic supplémentaire qui va être aux alentours de 600 par mois. Ça commence à être déjà intéressant sur uniquement 5 pages à travailler. Si je descends ensuite dans le niveau page, ce qui va m'intéresser, c'est une fois que j'ai identifié mes pages, c'est de me dire, j'ai identifié mes pages et j'ai plusieurs requêtes que je vais cibler. J'ai le volume total de ces requêtes et j'ai la visibilité aussi au-dessus de la ligne de flottaison pour toutes ces requêtes. Donc vous voyez, on fait d'abord par catégorie, on va identifier des pages, puis ensuite on va faire par page. Là, je regarde par page et donc j'ai fait volontairement des pages avec... Alors, c'est des fausses pages, bien sûr, hein, j'ai mis des fausses pages, mais des pages produits, des pages catégories ou des pages qui sont plutôt blogs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les données de la SERP. Donc forcément, ici, j'ai 3 requêtes qui sont ciblées pour cette page produit. Ça représente 1300 de volume de recherche. J'ai 17% de visibilité au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qui m'intéresse dans cette analyse complémentaire, c'est de regarder les types de résultats qu'il y a sur ces requêtes que je cible. Et donc, sur ces 3 requêtes que je cible, il y a des résultats images, et il y a aussi des résultats rich snippets de type image ou avis. Et donc, c'est là que ça va devenir très intéressant pour construire vos pages, puisque bien sûr, si la SERP affiche des images ou des avis, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un gros intérêt à aller afficher des images et à essayer de vous positionner aussi sur ces leviers qui sont présents à l'intérieur de la SERP. Donc voilà, ça c'est quelques petites astuces. On le voit notamment pour la partie inspiration. Quand on a des PA, donc avec les questions qui ressortent, c'est toujours hyper intéressant de savoir que sur les mots-clés qu'on a ciblés dans une catégorie particulière, il y a des PA qui ressortent. L'intérêt, c'est que derrière, on peut très rapidement aller les chercher. Et donc là, j'étais sur les chaises de jardin. En fait, on voit qu'il y a des PA qui sont affichés. Et en récupérant les PA, on a la capacité et la possibilité d'aller produire des contenus aussi pour se positionner de meilleure manière. Bon, je suis descendu un petit peu plus bas dans l'analyse de la SERP et pas seulement du pixel. Ce qui nous intéresse quand même, malgré tout, c'est de revenir un tout petit peu en arrière sur où est-ce qu'il y a de la visibilité et comment je vais pouvoir la saisir. Je vous donne un petit bonus et ensuite on va conclure sur la partie utilisation du pixel, mais quand on croise des données entre les données de position et les données de la Search Console, on a quelque chose qui est assez intéressant et qui permet aussi de trouver des opportunités. Donc concrètement, vous avez compris, dans une catégorie, je vais regarder où est-ce qu'il y a du pixel et où est-ce qu'il y a de la visibilité au-dessus de la ligne de flottaison. Quand il y a une bonne visibilité au-dessus de la ligne de flottaison, je vais pouvoir
cibler directement ces requêtes-là avec les pages que j'ai qui sont déjà positionnées et les optimiser pour regarder comment tout ça évolue. Le juge de paix, entre guillemets, et l'indicateur qu'on va suivre de manière très importante derrière, c'est le taux de clic. Et le taux de clic, c'est souvent la Search Console qui nous le fournit. Donc là, je prends un autre exemple, et je mets un peu en type de bonus, c'est-à-dire que dans la Search Console, quand on croise aussi ces données et qu'on va analyser les données de position, les données de la SERP avec les données de la Search Console, concrètement, on peut trouver aussi des opportunités et remarquer qu'il y a sur certains keywords, finalement, on a déjà des taux de clic très élevés, mais avec des positions qui sont faibles. Ça veut dire qu'il faut regarder aussi la SERP, et quand on regarde la SERP et qu'on voit que la visibilité au-dessus de la ligne de flottaison est potentiellement importante, bah c'est là qu'il y a un véritable levier. Je rentre dans le détail juste sur ce tableau. Donc, j'ai pris des requêtes et j'ai pris l'exemple du site MyPoseo. On est positionné sur analyse mots-clés site web. Donc, on a un taux de clic de 6% avec une position qui est plutôt assez faible, c'est-à-dire on a une position assez basse, on est plutôt position 3. Donc là, le principe, c'est de se dire, bah, en fait, il y a une visibilité, alors j'ai pas pris le bon exemple, mais il y a une visibilité au-dessus de la ligne de flottaison qui est importante. Il y a à peu près 60% de visibilité au-dessus de la ligne de flottaison, et donc il faudrait monter d'une position potentiellement, ou peut-être juste de 2 positions. Alors 2 positions, ça voudrait dire être premier, mais en montant d'une position, potentiellement, on aurait une visibilité qui serait bien plus importante, avec un taux de clic qui serait beaucoup plus important. Donc l'analyse finalement des CTR et de la visibilité qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison permet derrière d'aller chercher des opportunités et de se dire, je suis déjà positionné à peu près visible, puisque je suis à une position pixel qui est légèrement au-dessus des 800, et donc je suis visible, mais je pourrais encore aller plus loin avec un CTR qui sera meilleur, puisque il y a encore des opportunités vraiment organiques au-dessus de la ligne de flottaison. Donc ça, c'est une analyse qui est encore un tout petit peu différente, où on va creuser et optimiser des résultats qui sont déjà bien positionnés, versus tout à l'heure où on était sur je vais chercher des requêtes sur lesquelles je ne suis pas forcément bien positionné et où je suis plutôt en page 2 ou 3. Donc voilà, pour conclure sur la partie pixel, concrètement, on a juste ajouté 2 éléments à l'intérieur de l'étude, c'est-à-dire la visibilité en pixels qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison sur les requêtes, et 2, les éléments qui sont présents dans la page. On cible ensuite pour savoir est-ce que le site est déjà bien positionné, est-ce qu'il y a une URL qui est déjà positionnée, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait optimiser sur cette URL-là. Alors bien sûr, là, on ne vous a pas pointé les différents éléments qu'il faut travailler, type voilà, maillage, contenu, etc., mais c'est ce qui va se faire par ailleurs. Le principe, nous, c'est d'aller chercher l'opportunité et de voir où est-ce que le potentiel de trafic peut se faire. Il y a un cas qui revient de manière assez régulière dans ce qu'on fait au niveau de l'analyse des SERP, c'est qu'on nous demande souvent les synergies entre le SEO et le paid. Est-ce que je vais pouvoir optimiser ma visibilité, puisque il n'y a pas de visibilité au-dessus de la ligne de flottaison, est-ce qu'il ne faut pas que j'achète ces keywords-là en termes de paid, ou est-ce qu'il ne faut pas que j'investisse plus sur mon Google Shopping pour pouvoir finalement être visible et éviter d'avoir à travailler mes résultats organiques si je sais que je ne suis pas visible. Alors, on va donner quelques pistes d'explication et de réalité sur ce travail global. Globalement, l'objectif que systématiquement qu'on nous demande, c'est de se dire sur un produit, par exemple sur une requête type Nike Air Max, c'est d'avoir une analyse de la visibilité globale du site Nike, par exemple, et de se dire, je couvre 2 résultats dans le shopping, j'ai une requête Google Ads, j'ai la requête organique, j'ai le résultat organique tout en haut, et puis j'ai 2 résultats dans les Google Images. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser cette information et de regarder sur d'autres requêtes potentiellement là où je ne suis pas, par exemple des requêtes produits ou des requêtes marques sur lesquelles je n'ai pas de résultats Google Shopping dans lesquels je suis présent, les résultats où potentiellement quelqu'un achète en ads et pas moi. Donc voilà, ça c'est le principe de se dire je veux regarder tout ce qui se passe dans la SERP, et c'est ce que propose aujourd'hui MyPoseo avec cette analyse de la SERP et du pixel. Donc c'est intéressant, mais en réalité, c'est pas toujours évident à faire, et on va voir qu'il y a plusieurs choses. Encore une fois, l'objectif, c'était de cette analyse, c'est d'optimiser sa visibilité globale et souvent que le SEO puisse travailler avec le paid manager. Globalement, comment ça se présente, les données, quand on essaie de les ressortir et quand on essaie de faire les synergies entre les 2 modèles, c'est sur mes catégories, par exemple, je suis bien présent en résultats organiques, je suis présent dans mes résultats shopping et je suis présent dans mes résultats text ads.
Et au total, je couvre tous ces types de résultats sur tous ces mots-clés. Je couvre 80% des requêtes, ou 70% des requêtes, ou 53% des requêtes, etc. Et puis voilà le potentiel de trafic complémentaire que je pourrais générer en organique ou en payant si j'étais mieux visible. Ça, c'est un petit peu le Graal et la réalité de ce que on pourrait faire en essayant d'analyser les SERP entre le SEO et le paid. Et pourquoi c'est intéressant de le faire aussi? Parce qu'avec le pixel, forcément, on a tendance à se dire de temps en temps, encore une fois, je ne vais pas pouvoir me positionner sur cette requête, donc je vais essayer d'attaquer en paid search ou en shopping. Alors, c'est effectivement intéressant de le voir comme ça, et ça pourrait être bien. On le fait aujourd'hui avec certains clients, et on essaie de le pousser pour faire en sorte que ça se démocratise. La réalité, c'est quand même qu'il y a une difficulté à avoir des données fiables et qualitatives, puisque vous savez que forcément, chacun d'entre nous, on a un profil chez Google qui permet à la fois de manière géolocalisée, à la fois au niveau du profiling, d'avoir des résultats ads ou shopping qui sont personnalisés. Donc forcément, quand un outil type MyPoseo va analyser les pages de résultats, ça reste une moyenne et ça reste une analyse qui peut être parfois approximative dans certains secteurs d'activité ou pour certains types de profils. Forcément, c'est assez compliqué aussi de faire travailler entre les différents acteurs de l'organique et du payant, puisque leur périmètre d'intervention n'intervient pas toujours au même moment. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les intentions de recherche. Des fois, vous allez faire une première recherche, aller sur un premier site, et puis quand vous allez relancer une recherche, vous allez être targeté de manière spécifique avec des ads tout au long de votre parcours aussi sur Internet. Et donc forcément, les gens qui sont plutôt traffic managers ou qui vont acheter de la visibilité en ligne ne travaillent pas aux mêmes étapes du funnel que les gens qui font potentiellement des stratégies organiques. Et donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué de mixer les données sur les deux et de comparer et d'avoir des reportings au global. Ce qui est aussi complexe sur la synergie entre SEO et SIA, c'est que les pages de destination ne sont pas toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas toujours ces pages de site pour renvoyer ces campagnes payantes, et donc finalement en termes d'optimisation, on n'a pas toujours les bons insights, et on ne peut pas toujours comparer la visibilité qui est captée sur une même requête par deux pages différentes, à la fois en payant, à la fois en organique. Ça n'a pas toujours de sens de faire cette comparaison, et donc c'est pas toujours facile d'avoir un affichage global. Et puis ensuite, il y a forcément des stratégies aussi produits et saisonnalités qui sont différentes entre les campagnes organiques et les campagnes payantes. Voilà, donc la réalité on analyse la SERP et on analyse le pixel pour créer des stratégies organiques, c'est une certitude et c'est possible, et on vient de vous le montrer par quelques exemples. C'est très intéressant de le faire puisqu'on permet d'aller tout de suite cibler les bons résultats. Pourquoi on a voulu rebondir sur cette synergie SEO et SIS? C'était parce que c'est souvent la réflexion qu'on nous fait par la suite, c'est de nous dire, si je ne suis pas positionné de manière organique, je vais attaquer la partie search. Est-ce qu'on peut le faire avec les outils? Oui, on peut le faire en théorie. Après, en réalité, dans la pratique, c'est toujours un peu compliqué à activer, puisque forcément, vous avez vu tout à l'heure, voilà, sur certaines requêtes, des fois, vous allez être présent en ads parce que la personne qui fait la requête, elle est dans votre cible, et parfois la requête l'annonce n'est pas visible puisque la personne qui tape cette requête n'est pas dans votre cible ou elle ne fait pas partie ça fait pas partie de ces centres d'intérêt. Donc malgré tout, l'analyse de la SERP permet de voir la pression concurrentielle des résultats payants, et ça permet aussi de prioriser la stratégie, même s'il y a parfois des petits écarts entre le nombre de ads diffusés et les annonceurs qui sont vraiment visibles dans ces leviers. Voilà, j'ai été assez vite parce qu'il y avait pas mal de données. Je vois qu'on a atteint les 43-44 minutes. 2 minutes pour conclure, et après je pourrais essayer de répondre aux questions s'il y a des questions plus précises. J'ai vu que il y avait quelques questions dans l'onglet questions, je vais essayer de regarder tout ça. Concrètement, sur le pixel, on va être... comment dire, on va regarder les choses en face sur la réalité de ce qu'on peut faire avec. C'est intéressant parce que ça nous permet de maîtriser et d'optimiser et d'aller, entre guillemets, faire du fine-tuning sur la stratégie. Mais pour être tout à fait franc, on n'est pas sur une stratégie pilote, c'est-à-dire qu'on ne va pas régner en maître sur les SERP en utilisant cette technologie-là. C'est intéressant d'y aller en complément pour aller chercher des vraies opportunités de croissance, et ça marche. J'ai pas
J'ai pas mis d'exemple de ce qu'on a déjà fait avec certains clients, mais en faisant des ciblages très précis et en s'attaquant d'abord aux requêtes qui avaient de la visibilité et des forts CTR, on a des très bons résultats et on voit que les clients ont aussi généré énormément de trafic très qualifié sur des requêtes à plutôt longue traîne. Voilà, mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est à mettre dans le fine-tuning quand vous avez une stratégie complémentaire à mettre en place. Donc voilà, vous avez compris que la visibilité dans la SERP et les CTR sont intimement liés. C'est pour ça que la stratégie avec le pixel reste quand même très intéressante. Même quand on ne va pas cibler que au-dessus de la ligne de flottaison, c'est intéressant de savoir si le premier résultat organique se situe plutôt à 1000, plutôt à 1200, plutôt à 1400, plutôt à 1600 pixels, parce qu'en fait, ça veut dire que vous allez vous battre pour une visibilité très basse. Il reste très peu d'opportunités aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être pragmatique. Il y a très peu d'opportunités directement où vous êtes visible au-dessus de la ligne de flottaison. Malgré tout, moi, personnellement, je pense que c'est les meilleures opportunités, c'est celles sur lesquelles il faut travailler en priorité. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui peuvent avoir un impact sur votre CTR, mais la principale, c'est quand même la visibilité directe de votre annonce. Voilà, la SERP, elle permet pas seulement d'aller cibler les meilleures requêtes, elle permet aussi d'optimiser vos pages et vos formats. Il y a des PA, ou il y a des images, ou il y a d'autres types d'informations présentes dans la SERP. Ça veut dire que Google plébiscite ce type de format, et donc il faut les intégrer à l'intérieur de vos pages. Et puis, voilà, vous avez toujours la possibilité de traquer l'évolution de tout ça, et ça, c'est très important. Vous trouvez les opportunités, vous allez les cibler, et il faut bien sûr bien s'assurer que vous allez les suivre ensuite et que vous allez pouvoir mesurer la visibilité que vous avez en termes de position pixel et l'évolution de votre CTR pour bien démontrer que la boucle est bouclée une fois que vous avez commencé à travailler sur certaines requêtes. Voilà, et puis ensuite, n'oublions pas les synergies potentielles entre l'organique et le paid search. C'est toujours quelque chose que vous pouvez pousser en interne, soit pour votre propre site, soit pour vos clients. Mais c'est sûr que c'est toujours complexe d'obtenir la bonne data, d'avoir quelque chose de très pertinent et de faire travailler finalement les différentes équipes les unes avec les autres, puisqu'on est sur des temps qui ne sont pas toujours les mêmes et on est sur des logiques d'investissement qui ne sont pas toujours les mêmes. Voilà, je vous renvoie aussi pour finir sur le webinaire qu'on avait proposé sur les nouveaux indicateurs de positionnement, notamment sur comment vous pouvez mesurer dans le temps très concrètement votre évolution et l'évolution de votre visibilité avec les indicateurs de pixels, avec les indicateurs au-dessus des lignes de flottaison. Donc ça va dans la continuité de la mesure de performance finalement des éléments qu'on vient de vous montrer. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, je vous ai montré comment saisir les opportunités. Demain, ce qui est important, c'est de traquer tout ça et de voir comment ça évolue. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce webinaire qui est toujours à jour, puisque effectivement, on parlait de 2020. Mais pour moi, c'est aussi une même stratégie à mettre en place sur 2021. Voilà, et puis, enfin, vous aurez le lien pour télécharger gratuitement le livre blanc qui détaille un petit peu plus tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Sur comment analyser la SERP, pourquoi c'est important, quels sont les indicateurs que vous pouvez réutiliser, voilà, qui vient en complément de ce webinaire et qui, je l'espère, vous aidera à aller chercher de la croissance et de la visibilité au sein des SERP. Je vais finir par répondre aux questions et je vais finaliser et terminer l'événement. On peut rester à l'intérieur du chat si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone si vous avez, si vous souhaitez qu'on échange sur le sujet. Mes coordonnées sont directement visibles ici sur cette slide. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça n'a pas été trop vite et que vous avez apprécié ce webinaire et une excellente fin de semaine également. Et à bientôt sur MyPoseo.